Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. 9e épisode, Action Jackson de Craig R. Baxley. Action Jackson, réalisé en 1988 par Greg R. Baxley. Alors tu rigoles Yann, il paraît que je prononce Action. Ouais, c'en est fini là, de la période de Joel Silver où il essaye de faire des comédies un peu foireuses, genre comment claquer des millions en un seul jour ou Weird Science, et il se décide à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire du gros film d'action qui tâche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tombe entre deux gros blockbusters d'action. C'est-à-dire Action Jackson, c'est un plus petit film que L'Arme Fatale, Predator ou Die Hard, qui encadre un peu le film. Et d'ailleurs, on peut jouer en fait à qui on retrouve dans Predator, L'Arme Fatale ou Die Hard. On a également Michael Kamen à la musique, avec accompagné de Herbie Hancock, Rocket, qui font une bande originale, ma foi, assez pourrie. C'est vrai qu'elle est toute naze. Elle est toute naze. Action Jackson, de quoi ça parle ? Ça parle du sergent Jericho Jackson, surnommé Action Jackson, qui est joué par Carl Weathers, qu'on avait aussi croisé dans Predator, qui faisait Dillon, qui enquête sur Peter Delaplane, qui est un industriel véreux, et en fait il s'aperçoit qu'il est au milieu d'une affaire qui mêle les syndicats des ouvriers de l'automobile, puisqu'on se trouve à Détroit, et il va en fait découvrir petit à petit au cours de son enquête, qui se résout beaucoup à coups de poing dans la gueule et à coups de pied dans les rotules, que Peter Delaplane prépare un attentat sur une des personnalités du syndicat. Donc ça, c'est pour l'enquête. Toi, tu me disais, ce qui intéresse là Joel Silver en tant que producteur, c'est de ressusciter un genre qui n'existe plus depuis 10 ans, la Blaxploitation. Qu'est-ce que la Blaxploitation ? C'est donc un cinéma bis qui est né dans les années 70 et qui avait pour prétention en fait d'avoir en tant que héros principaux de leurs films des personnages masculins noirs, même s'il y a eu des déclinaisons de films avec Pam Grier notamment. Foxy Brown ou Coffy. Mais le principal en fait intérêt pour le public, c'était de voir des Black Superman en action. Tout y était très caricatural et on pourrait donc assimiler Action Jackson à l'un des héros les plus connus en fait de la Blaxploitation, qui est donc Shaft. Mais je dirais pas que, ne serait-ce parce que le film prend place à Détroit. Je voyais en fait une espèce d'anti-Axel Foley, tu vois. Le fait que les origines en fait même du personnage d'Axel Foley prennent racine dans le Détroit de crise, comme le Détroit en fait qui est présenté dans le film d'Action Jackson. C'est tourné en décor réel. C'est plutôt bien foutu. Ouais, c'est hyper efficace. En fait, c'est des paysans dans chaque séquence. T'as pas l'impression en fait de tourner sur les 2-3 mêmes pâtés de maison, et ce qui fait en fait que ça donne aussi un peu de dynamisme au film. Et puis Craig R. Baxley, donc le réalisateur, c'est un réalisateur de seconde équipe, notamment sur Predator. Donc c'est lui qui réalise la séquence dans Predator d'attaque du village au tout début. C'est un mec qui vient des cascades. Il a travaillé notamment sur l'agence Tourisque. C'est un cascadeur lui-même. Et de ce point de vue-là, Action Jackson, au niveau des scènes d'action, des scènes de cascade, ça envoie pas mal. Ouais. Même les bastons. Déjà, on est sur un film de 90 minutes, ça va assez vite. Il y a un côté assez trépidant dans l'action qu'on retrouve après dans les films de Hong Kong. En termes de voltige, c'est pas aussi impressionnant, mais par contre, il y a un petit côté brutal qui est à peu près le même que ce que tu retrouves à l'époque dans d'autres polars de Hong Kong. En termes de films d'action, il y a ce côté inédit de la part de Joel Silver de remettre au goût du jour toute cette vague de héros nés dans la Blaxploitation, d'autant plus que Carl Weathers en fait anticipe encore un peu plus les films avec Wesley Snipes qui arriveront même beaucoup plus tard en fait dans la décennie au milieu des années 90. Mais c'est marrant qu'effectivement derrière il n'y ait pas eu un enchaînement certain, surtout qu'on arrive, le film est tourné en 88 et on arrive avec une autre vague encore de réalisateurs noirs américains qui vont investir en fait le cinéma hollywoodien, donc de Spike Lee, les frères Hughes, John Singleton. Je pense que un des problèmes d'Action Jackson et qui a fait que le film n'a pas cartonné comme il l'aurait voulu, je pense que ça vient de Carl Weathers lui-même, qui est un peu le point faible du film. C'est ni Jim Brown ni Fred Williamson pour refaire encore référence à des personnages de la Blaxploitation. Il lui manque une grosse dose de charisme. Il y a un peu ce problème en fait au fur et à mesure du film où en fait tout le monde est un peu plus charismatique que Carl Weathers. À commencer par le méchant, Craig Nelson, on sent que il s'est vraiment fait plaisir avec ce personnage de méchant, et du coup en fait un personnage qui est sur le papier assez plat en fait prend une vraie dimension avec l'interprétation de Craig Nelson. Du point de vue de la distribution et du point de vue de la direction d'acteur, tout le monde fait du bon boulot. Même Vanity, elle est pas mal. Vanity qui nous a quittés d'ailleurs il y a peu. Ouais, qui était donc une actrice et chanteuse. Égérie de Prince. Ouais. Alors, ce que je voulais dire par rapport au personnage féminin, par rapport à la Blaxploitation, il y a un point sur lequel je trouve que c'est différent et c'est assez notable, et je pense que c'est l'évolution de la société qui a fait ça, c'est que Action Jackson ne baisse pas. C'est-à-dire que c'est un point qui est montré du doigt
notamment par le personnage de Vanity qui lui dit mais en fait je passe la nuit chez toi et tu tentes rien. Et je pense que la seule réponse valable à tout ça, c'est simplement que c'est les années SIDA. Et comme en plus il est noir. Je déconne, pardon. Alors, en tant que noir, je le prends très mal, ce genre de plaisanterie. J'aimerais que tu t'excuses ma communauté. Franchement, pardon à toute la communauté africaine de Nancy. Mais ouais, mais mine de rien, c'est induit à peu près pendant tout le film, parce que comme elle se calme, on voit les plans sur la seringue. Voilà, on est en plein dans l'ère de Flip parce que c'est 88. Et en fait, sans le dire, sans évoquer le sida, t'as toujours en fait ce spectre. Et qui fait la grosse différence entre ce film de Blaxploitation des années 80 et ceux des années 70 où ça baise à tout va. Et puis le démarquage avec les personnages féminins de Blaxploitation, c'est que ceux de Action Jackson ont quand même un petit peu plus d'importance, de tenue, que ceux qu'on voyait dans les Blacks des années 70. En tout cas, elles sont moins considérées comme des femmes objets. Enfin, tu vois, Vanity, elle a quand même, c'est quand même une femme qui a une part prépondérante dans l'intrigue aux côtés de Carl Weathers, ce qui n'arrivait pas dans les Blaxploitation des années 70. Donc il y a ce regard aussi qui a changé en fait vis-à-vis des femmes. Mais pour moi, le regret de voir ce film qui est plutôt bien foutu, hein, honnêtement, franchement. Ah ouais, c'est pas chiant, quoi. C'est hyper dynamique, c'est jamais chiant. Et pas voir derrière d'autres déclinaisons du genre. Sympa, hein. Une suite aurait pu être sympa. Ouais. Mais c'est vrai que Carl Weathers est pas le meilleur cast en fait dans le film. Tu vois, Wesley Snipes, il aurait débuté par Action Jackson, mais il aurait tout pété, quoi. Ouais. Ah oui, non mais ouais. Déjà, il est un petit peu vieux, je trouve, mine de rien. Le premier Rocky, c'est quand même 12 ans auparavant. Et il commence à être un peu marqué, il fait un peu papy, quoi. Ce qui fait que quand il est avec Vanity ou Sharon Stone, ouais, c'est chelou quand t'arrives pas à y croire. On voit en plus le décalage, quoi. Ouais. Alors que, ouais, effectivement, à l'époque, Eddie Murphy ou Wesley Snipes, tu vois, ils auraient été vraiment dans l'âge pour le personnage, quoi. D'ailleurs, ils sont obligés d'inventer tout un background à Action Jackson, en fait, pour justifier un peu de l'âge qu'il a, tu vois, le fait qu'il était dégradé, qu'il passe sergent. Ils expliquent qu'il était. Est-ce que ce serait pas la jeunesse de Roger Murtaugh ? Il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu. Mais c'est vrai que. Ouais, il est plus proche de Roger Murtaugh que de Axel Foley ou du personnage de Wesley Snipes dans Passager 57, quoi. Voilà, le Wesley de Passager 57 déporté dans Action Jackson, putain, tu serais tué, quoi. Le film n'est pas mauvais en soi, Action Jackson. Hein. Mais on a une bonne galerie de gueules qu'on aime bien, qui présente bien des bons méchants. Il y a donc Robert Davi dans une super scène où il fait le parano, mais il laisse rentrer le premier livreur qui se pointe chez lui. Ce qui est dommage pour lui, hein, parce que... On dirait qu'ils l'ont vraiment sevré en plus, Robert Davi, dans cette scène. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas un rôle de composition. Franchement, c'est un truc de fou, parce que waouh, il fait un peu peur. Hein, Justement, l'ancrage réaliste du film est bien foutu, je trouve. Que ce soit dans les quartiers qu'il visite, la touche des persos. Ouais, en fait, tu crois un peu à l'environnement. C'est-à-dire, même le côté complètement dingue à la fin de la bagnole qui remonte dans la villa, tu t'arrives à gober, en fait. Mais tu me disais, en plus, tu le trouvais le film d'action parfait pour représenter un peu ceux des années 80. Quoi. Ouais. Ah oui, parce que t'as tout. T'as la zig de Kamen et de Herbie Hancock. T'as l'espèce de soupe que chante Vanity. T'as les fringues. T'as l'ancrage dans Détroit qui prend sévèrement cher à l'époque au niveau économique. Donc t'as aussi tout ce côté les années Reagan avec ce personnage de businessman véreux qui lui veut être dans les arcanes du pouvoir. C'est un vrai bon moment et pour moi c'est le moment où je trouve, parce que là on va rentrer dans une période d'âge d'or pour Joel Silver, parce qu'à peu près toutes les émissions qu'on va faire, ça va être des bonnes péloches. Tu sens qu'il a trouvé la formule entre le dosage, entre ce qu'était le film policier, tu vois, et la façon dont il va faire évoluer le cinéma d'action. Dans Action Jackson, autant que dans L'Arme Fatale, tu vois, c'est deux bons représentants du genre à ce moment-là. Quoi. En fait, il y a quelque chose de totalement euphorique. Est-ce que c'était la coke ? C'est possible. En fait, je trouve qu'il réussit à rassembler plusieurs idées de plusieurs décades du cinéma américain. T'as des idées qui sortent du cinéma paranoïaque des années 70, tu vois, du polar un peu plus classique des années 60. Ouais, parce que putain, c'est cool, quoi. Le duo entre le sergent qui est un peu en but avec ses autorités
et la prostituée qui a finalement un grand cœur et qui veut se ranger, mais qui a quand même de la personnalité, et puis qui a quand même du bagou, tu retrouves ça dans les années 50. T'as ça dans des duos dans les années 40-50. Ouais, comme tu dis, c'est des héritiers. En fait, toutes les figures et tous les éléments de Action Jackson et des films de l'époque de Silver proviennent des différentes décennies du cinéma hollywoodien, et notamment du cinéma d'action hollywoodien, et font en fait la synthèse de ce polar. À l'époque, ça a été un peu, quand tu lis des bouquins comme Le Film Noir de François Guérif, cette décennie-là, elle est un peu passée sous silence parce que t'as l'impression en fait que c'est pas noble. On va dire. Ils se sont arrêtés aux années 70. Ouais, et ils après, s'arrêtent avec Chinatown. C'est exactement. Et pourquoi on en parle comme ça ? Parce que, à notre sens, Silver, c'est vraiment le premier justement à investir le cinéma d'action sous cette forme-là. Ouais. Même dans les prods de Bruckheimer de l'époque, t'as pas ça, quoi. Les prods de Bruckheimer de l'époque, c'est Flashdance, et le flic de Beverly Hills. Et t'as pas le flic de Beverly Hills. Pour le coup, c'est. Tu trouves que non, pour le coup, le flic de Beverly Hills, effectivement, t'arrives pas à le relier. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, je pensais que t'allais dire du polar. Ouais, exactement. Pour moi, c'est juste une comédie avec un toile de fond. Absolument. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils avaient changé Stallone en. Mais je pense que même avec Stallone en soi, ça aurait pas. Parce que ce qui se rapproche le plus avec Stallone à cette époque-là, c'est Cobra. Et ça a peu de résonance en fait avec ce qu'on évoque aujourd'hui dans les prods de Silver. Il n'y a pas ce côté. En fait, Cobra, ça devient trop irréaliste à un moment donné. C'est ça. Donc Action Jackson de Craig Baxley, qu'on conseille. Non, c'est assez cool. Puis voilà, je pense qu'il faut aussi toujours savoir replacer ce film-là dans le contexte au moment où ça a été réalisé. Ils ont ressorti du chloroforme ce genre de héros-là, quoi. Et c'est assez cool, quoi. Ouais. Donc le chaînon manquant entre Superfly et Blade. Ouais, c'est ça, carrément, quoi. Ouais. La semaine prochaine, donc, on retrouve John McTiernan sur ce qui reste sans doute le film le plus célèbre de sa filmographie. Donc la semaine prochaine... On repart gestion d'espace la semaine prochaine. Alors, on reparle spatialisation, on reparle... Conte de Noël et tout. Ouais, Ingmar Bergman. Okay. On parle Le songe d'une nuit d'été. Enfin, tu vois, on va citer tous les grands classiques. La chatte sur un toit brûlant. Prochaine émission, Piège de cristal de John McTiernan. Die Hard. Merci, à plus. Ciao, ciao.